Nous allons aborder un sujet qui fait peur. Nous allons parler des lobbies. Alors le titre de notre discussion dit bien à la fois la difficulté du sujet et nous indique aussi la voie du progrès, car nous allons parler de la puissance des lobbies. C'est une expression consacrée. Par définition, quand on parle lobby, on parle d'une puissance, on parle d'un pouvoir occulte qui s'exercerait à l'insu des citoyens et qui pèserait sur les décisions publiques, qui aussi pèserait sur la composition de nos assiettes, puisqu'on va parler évidemment en particulier de l'action des lobbies dans le domaine agroalimentaire. Bon, il y a dans cette représentation une grande part de fantasme. Je vous le dis d'autant plus volontiers que je suis journaliste, rédacteur en chef à l'Obs, et que donc nous avons l'habitude, nous aussi, de souligner le danger, la menace ou l'action secrète des lobbies dans nos articles. Et il nous arrive de céder au fantasme. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions dans le cours de la discussion sur la manière dont on les représente. Je suis prêt à y répondre. Mais avant de répondre à la question de la représentation, de la manière dont on aborde la question des lobbies, il faut d'abord qu'on fasse le point sur ce que c'est qu'un lobby, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, comment éventuellement l'activité des lobbies est encadrée, comment elle peut être mieux encadrée. Bref, essayer de passer du fantasme que j'évoquais à la réalité, puisque les lobbies, et vous le comprendrez aussi, je l'espère, à travers la discussion que nous aurons, ont une utilité et ne sont pas uniquement des instances nuisibles. Donc voilà le programme. Je crois que nous commençons par une petite vidéo qui justement va nous permettre de comprendre de quoi elle retourne. Tout de suite après la vidéo, je vous présenterai rapidement nos trois intervenants et nous commencerons la discussion. D'où vient le métier de lobbyiste ? Alors, il y a deux possibilités dans cette sorte de traçabilité. C'est de se dire que c'est un métier qui vient forcément des anglo-saxons, soit États-Unis, soit Angleterre, soit Europe, et que la France serait finalement le dernier réceptacle de ce métier venu d'ailleurs. Ça, c'est une histoire qui est un petit peu trop facile et qui ne marche pas, même si le mot lobbyiste lui-même vient de l'univers anglo-saxon. C'est-à-dire qu'il faut chercher une deuxième histoire, et l'histoire, elle est franco-française. On a une vieille tradition dans le système politique qui correspond à des métiers avec des énoncés différents, mais qui rentrent tous dans une boîte qu'on appelle la représentation des intérêts, depuis le début de la République. Des personnes dont le métier à temps plein est de représenter leur organisation, une catégorie sociale, un secteur d'activité auprès des pouvoirs publics pour les défendre, argumenter, écrire la loi, ou essayer de convaincre de l'utilité de tel ou tel sujet. Ces représentants d'intérêt, qui existent donc depuis très longtemps, vraiment les premières figures connues dans la vie politique, c'est le début du XXe siècle, connaissent à partir des années 90 un changement d'appellation, à la fois par une étiquette péjorative, on dit « ce sont des lobbyistes », et également, de la part de certains, par le côté positif de cette étiquette, ils disent « nous sommes des lobbyistes », c'est d'ailleurs ce qui change ce vieux métier en quelque chose de performant. Ça vient de là. Pour comprendre le pourquoi ça a changé, c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, c'est la transformation du système politique qui a occasionné l'émergence de ce groupe d'individus, de professionnels, qui ont pour vocation, aujourd'hui, dans le système politique, de défendre des causes, des intérêts auprès des pouvoirs publics. Qui est le garant de l'intérêt général ? Sans conteste logiquement l'ensemble des décideurs de l'État, gouvernement, institutions, parlement, qui ont cette charge qui est de l'incarner, de le fabriquer et de le défendre. Jamais, même si beaucoup de lobbyistes ou beaucoup de plaidoyers, on dit également, vont dire « nous avons, nous, à charge, un intérêt qui est celui du public ». Oui, ils ont l'intérêt d'un public, ou alors ils défendent une cause commune, où ils essayent d'œuvrer pour le bien commun. Mais l'intérêt général dans le système républicain est vraiment le monopole des pouvoirs publics. La difficulté,
c'est que cette fabrique de l'intérêt général, elle est en effet tributaire de toutes les négociations marchandages qu'il faut faire avec les lobbyistes, et que pour le politique, le très difficile, c'est de justifier et d'expliquer le pourquoi est-ce que sur tel ou tel sujet, ils ont plutôt été sensibles à tel argument et pas à un autre. Et pour ça, l'exercice politique est souvent très très difficile à maintenir, l'équilibre est difficile à trouver. Quel est le lien entre lobbying et corruption ? Alors le lien, là, il est dans nos têtes. Et nos têtes, elles sont alimentées d'une vieille mythologie. Cette vieille mythologie, elle provient à la fois du système républicain français, qui a moralisé ses modes de financement de la vie politique que très tardivement, dans les années 90, avec toujours aujourd'hui des interrogations sur certains aspects des financements de campagne qui ne sont pas toujours très très clairs. Mais ce vieux lien, il vient de cette capacité de faire financer par certaines organisations des campagnes politiques. Avec, il faut le dire, quelques beaux scandales du XXe siècle, où des organisations patronales, ou des organisations salariées, ou d'autres organisations, avaient en effet des relations très très privilégiées avec certains partis politiques, ces relations privilégiées passant par des échanges marchands. Alors ça, cette histoire de longue durée, on l'a encore un peu dans la tête, même si elle n'est plus tellement fondée. Il y a une autre source qui nous alimente, qui est un ensemble de débats qui viennent d'instances internationales, OCDE notamment, qui essayent de lutter contre la corruption dans des pays où la corruption a un taux qui n'est absolument pas le nôtre et des pratiques qui ne sont pas du tout les nôtres non plus, c'est-à-dire une corruption quasiment du quotidien. Il faut payer pour avoir des documents administratifs. Et ces instances internationales utilisent l'équation lobbying égale corruption pour dramatiser la scène et pour rendre crédible l'alerte et trouver des dispositifs qui régulent les deux. Mais chez nous, les deux sont quand même largement dissociés parce que le personnel professionnel qui est en charge des activités de lobbying n'a plus recours ou n'est plus concerné par celui qui avait en charge l'entretien financier des pouvoirs publics. Ça, vous voyez bien qu'il y a toujours des affaires marchandes autour de l'État, les marchés publics ou autres, mais les affaires de lobbying sont désormais séparées. Néanmoins, dans nos têtes, on garde un petit peu cette capsule avec les odeurs du passé et ce qui est utilisé internationalement pour lutter contre des systèmes qui ne sont pas encore pluralistes comme les nôtres, pacifiques comme les nôtres, bureaucratiques également comme les nôtres. Voilà, donc Guillaume Courty nous a brossé un peu un tableau historique, hein, depuis les représentants de corporations jusqu'aux lobbyistes moderne, et donc il esquisse aussi notre débat sur les progrès qui ont été réalisés, mais je vous propose tout de suite quand même qu'on en discute avec de vrais professionnels, et que je remercie beaucoup de venir aujourd'hui, car je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ont déjà rencontré des lobbyistes, de vrais lobbyistes. Donc nous en avons ce soir, mais je commence quand même par Lorraine Bounot, qui n'est pas lobbyiste, quoique, qui est déléguée générale de l'ONG Transparency International France. Donc sa mission à elle, c'est plutôt d'essayer de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles se prend la décision publique. Elle est plutôt chasseuse de lobbyistes, elle les connaît bien, mais elle a aussi ses intérêts à faire progresser. Nous verrons si elle se considère elle-même comme une lobbyiste. À sa droite, je vous présente Jean-Philippe Daniel, lobbyiste, directeur général, non, directeur associé de Lysios Public Affairs, qui est un cabinet de lobbying, et membre de l'Association française de conseil en lobbying, puisqu'il existe évidemment des associations professionnelles. Voilà. Pierre Loeb, également lobbyiste, diplômé en lobbying, qui a œuvré ici à Strasbourg dans les coursives du Conseil de l'Europe et du Parlement, et qui est aussi maintenant le directeur du Club des 10 de la Maison de l'Alsace à Paris. C'est Descends. Ah, Descends, pardon, Descends. Voilà. Erreur de transcription. C'est donc un lobbyiste qui agit pour l'Alsace. Il est donc pardonné. Voilà. Mais, d'intérêt général, d'intérêt régional. Je vais commencer par vous, Jean-Philippe Daniel. Vous avez entendu l'introduction. Est-ce que vous vous reconnaissez dans
cette histoire? Est-ce que l'exposé qui a été fait de cette histoire de la représentation des intérêts en France correspond à ce que vous avez constaté? Tout d'abord, bonjour à tous. Effectivement, ce que dit Guillaume Courtier est très juste. C'est-à-dire que le terme est un terme anglo-saxon et fondamentalement, la pratique vient des États-Unis et plus proche de nous de Bruxelles. Ça, c'est vrai. Le grand terrain de jeu, c'est Bruxelles et les méthodes sont bruxelloises. Où Guillaume Courtier a raison, c'est qu'en France, le terme de représentation d'intérêt n'existe pas. Enfin, personne ne parle de représentant d'intérêt. On parle de représentant de commerce, cas échéant, d'intérêt particulier, mais pas de représentant d'intérêt. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a en France une tradition ancienne qui date en fait de l'époque où l'encadrement du financement politique n'était pas aussi clair que ça l'est aujourd'hui. En gros, le financement Rocard, c'est le début des années 90. Avant ça, il est indéniable qu'il y avait des relations extrêmement malsaines entre des intérêts économiques, des entreprises ou des organisations professionnelles et des politiques à travers du financement. Ça, c'est vrai. Bon, ça existe encore un peu, mais marginalement. Donc ce que dit Guillaume Courtier est très vrai. Aujourd'hui, un lobbyiste n'est pas le représentant d'un intérêt général. Comme un avocat, je représente mes clients. Je défends les intérêts de mes clients. Moi, je ne dis pas que je sers autre chose que les intérêts de mes clients. Ils me payent pour ça. Mais de la même manière, et je pense que Transparency le dira, aujourd'hui, le métier est connu et très encadré. Ce qui veut dire que moi, je déclare mes clients. Et quand j'interviens auprès des pouvoirs publics, je dis pour le compte de qui j'interviens. Donc il n'y a jamais de malentendu. Quand je vais voir l'État ou je vais voir le Parlement, je dis je viens pour tel ou tel. Donc cela est déclaré, connu. Tout le monde n'est pas obligé de travailler comme ça, mais d'abord c'est la loi. Donc qu'un lobbyiste respecte la loi, c'est pas idiot. Je peux chercher à la faire changer, mais je commence par la respecter. Donc ce que dit Guillaume Courtier est juste. Il y a encore un mythe un peu entretenu par la presse, mais en réalité le métier est aujourd'hui beaucoup moins merveilleux, moins fantastique, moins mystérieux. C'est sympa de faire rêver, c'est moins sympa d'être décrié, mais en fait, c'est beaucoup plus proche des métiers d'avocat et des métiers de juriste. En fait, on est des technogris. Voilà. On est fondamentalement des technogris. On fait de la norme, on produit de la norme, on cherche des consensus au bénéfice de nos clients, mais c'est très, très encadré. Voilà. Vous confirmez cette évolution parce que finalement, Transparency, qui est une ONG anglo-saxonne, elle intervient aussi pour aider à la constitution de cette profession, à ce que cette profession se dote de règles. Donc vous n'êtes pas contre les lobbies? Alors, nous ne sommes pas une ONG anglo-saxonne. C'est vrai qu'on s'appelle Transparency International. On est présent dans près de 120 pays. Nous, on est la branche française donc, de Transparency International. Notre siège est basé à Berlin. On n'a d'ailleurs même pas d'antenne aux États-Unis. Donc voilà, pour nous situer. Et je rejoins très largement Guillaume Courtier sur sa présentation. Je trouve que ça pose bien le cadre de ce qu'est le lobbying. Et de manière assez intéressante, comme souvent en France, quand on est sur ces débats-là, on interroge tout de suite le terme. En fait, au lieu de rentrer sur les débats de quels sont les enjeux, quels sont les problèmes, quelles sont les recommandations, quelles sont les solutions, on a toujours besoin de poser le débat en termes de qu'est-ce que le lobbying, pourquoi on parle de lobbying, quelle est la connotation du mot et qu'est-ce que ça reflète. Ça reflète le fait que, de manière assez paradoxale, on a un mot qui a une connotation très négative, très péjorative, et en même temps, on demande de plus en plus aux décideurs publics de consulter des gens, de consulter différents... La société civile, les acteurs économiques. Mais des acteurs économiques, des citoyens, des ONG, des différentes associations et fédérations de professionnels pour élaborer la norme, pour être dans une démarche de co-construction. Donc on est un petit peu dans une situation paradoxale où on enferme très vite les choses dans un débat étriqué qui est pour ou contre le lobbying. Le lobbying existe de fait et le décideur public a besoin de se nourrir des contributions des uns et des autres, donc des représentants d'intérêts. C'est vrai que le mot ne prend pas encore en France, mais pourtant c'est un mot qui existe dans la loi, puisque depuis très récemment, et on pourra y revenir, mais on s'est doté d'un premier outil de transparence sur les activités de lobbying en France. C'est pas encore la panacée et c'est pas l'alpha et l'oméga
de l'encadrement du lobbying, mais bon, c'est déjà ça. Mais donc, on a un décideur public on a un contexte d'inflation législative, on lui demande de produire des normes, des règles, des législations, et ça, on le fait très bien en France, et qui doit consulter donc différents représentants d'intérêts de la société, dont nous, par exemple, Transparency International. Une de nos activités principales, en réalité, c'est le lobbying. Alors, on appelle ça plaidoyer dans le milieu des ONG, mais ça revient en fait à la même chose. Vous avez été, par exemple, consulté au moment de la loi Sapin, que vous évoquiez, tout à fait. Et on qui essaye d'encadrer la profession de représentant d'intérêt. Exactement. Donc, on fait du lobbying sur le lobbying. Alors, c'est quand même, bon, ça demande un certain exercice cérébral, mais on fait du lobbying sur l'encadrement du lobbying. Voilà. Et on fait du lobbying sur d'autres choses, sur la protection des lanceurs d'alerte, sur l'encadrement de la fraude fiscale, enfin, etc., etc. Donc, voilà. Mais donc on a ces différents représentants d'intérêt qui interviennent, et c'est là où il est très important de définir ce qu'on entend par lobbying. Le lobbying, c'est l'intervention de différents représentants d'intérêt pour influencer la décision publique. Et donc, ils rencontrent de manière directe ou indirecte des décideurs publics à qui il revient, in fine, de trancher de ce qui relève de l'intérêt général. Et cette définition-là, elle permet peut-être d'essayer de sortir un petit peu de ces débats un petit stériles sur lobbying, mal, bien, pour, contre, pour pouvoir essayer d'avancer et d'offrir des éléments d'encadrement. Donc des éléments de transparence, des éléments d'encadrement sur les pratiques de lobbying. Et pour Transparency, elles sont... on est donc, comme vous l'aurez compris, pas contre le lobbying, il fait partie du débat démocratique, mais encore faut-il qu'il soit encadré. Et qu'on connaisse son action. On va y revenir. Pierre Loeb, vous êtes un lobbyiste né, puisque vous avez embrassé cette carrière. Comment vous est venue cette vocation ? Et finalement, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous exercez votre profession ? Si vous pouviez donner à nos auditeurs une idée des actions que vous entreprenez, de la manière dont vous vous emparez d'un dossier, dont vous l'instruisez, et les contacts que vous prenez, quels sont les grands principes, finalement, la définition du poste. Voilà. La définition du poste, c'est tout simplement de porter des convictions, c'est des actions d'influence. Alors il y a en effet tout ce qui est législatif par rapport à l'institutionnel, ça peut être à l'échelle de l'Union européenne et des institutions, ça peut être, comme vous l'avez évoqué, avec l'Assemblée nationale et ce nouveau registre. Mais ce qui est extrêmement important, je pense, c'est d'insister sur le retard de la France, puisque systématiquement dans l'imaginaire, le lobbyiste est le grand méchant. On va défendre les cigarettes, on va défendre le pétrole, mais on n'a pas forcément tendance suffisamment à promouvoir le fait que les ONG, que les associations, que la société civile et que globalement toute action de portage d'une conviction ou d'un intérêt, c'est du lobbying. Concrètement, là on arrive en période de fin d'année, il va bientôt y avoir les fêtes de Noël et autres. Quand un enfant demande une bicyclette parce qu'il estime avoir eu des bonnes notes, il fait une action de lobbying. Il fait tout simplement une action de lobbying auprès de ses parents. Non mais le lobbying, c'est ça. C'est ça à la base. Trouver les bons arguments pour influer la décision. Bien sûr, et donc on en fait tous au quotidien. Vous, moi, chacun de nous fait du lobbying. Après, il y a en effet cette décision plus institutionnelle, ce métier, cette profession qu'on a du mal à assumer en France. Donc on va appeler ça représentation d'intérêt, affaires publiques, etc., etc. Mais tout ça, c'est du lobbying. Simplement en France, on a encore cette image. On n'assume pas suffisamment le fait que le lobbying est un outil de la démocratie. Pour moi, le lobbying est un garant de la démocratie, puisqu'en effet, un élu, les décideurs, les institutionnels ne pourront jamais avoir une expertise sur tous les sujets. Quand il y a un lobbying, il y a un anti-lobbying. Sur le tabac, par exemple, il y a les grands méchants producteurs de cigarettes. Ils sont puissants. Qui sont puissants en effet parce qu'il y a les financements, mais en face il y a les contre-lobbies qui vont être financés par les ministères, qui vont être financés donc par le contribuable, par les subventions et autres. Et donc les grands, pour être assez caricatural, les fabricants de cigarettes vont dire nous on défend tant et tant d'emplois et voilà les atouts entre guillemets de notre produit. Si demain
vous passez le paquet à 15 ou à 20 euros, ça détruit tant et tant de millions d'emplois, donc la croissance, etc., etc., on peut l'oublier. Et en face, il va y avoir les arguments de santé publique. Mais tout lobby a son anti-lobby. C'est pareil sur absolument tous les sujets qu'on traite au niveau de la société. Donc, comment, pour répondre à votre question et pour revenir à votre sur question, la manière dont vous traitez classiquement un dossier, on comprend que vous devez apporter d'abord une expertise, constituer un argumentaire. Exactement. Et ensuite, il y a également tout l'aspect communication qui n'a pas forcément encore été évoqué et qu'on abordera. Il y a tout l'aspect juridique, il y a les liens avec les institutions, il y a développer l'expertise et ce qui a parfaitement été développé qui ressemble finalement au métier de juriste et d'avocat à l'heure actuelle. Et ensuite, il y a comment impacter au niveau du grand public, comment impacter au niveau de la société, comment communiquer tout simplement et montrer que cet intérêt, en fonction de ce qu'on défend du client, est soit l'intérêt général, soit l'intérêt du client, mais qui est légitime pour l'avancée de la société, de la démocratie. Et vous êtes rémunéré par des honoraires? Absolument. À l'heure actuelle, je suis à mon compte, donc en effet, on est associé à quelques lobbies sur différentes thématiques. Il y a à la fois ici du local, il y a également la thématique de l'influence française et du rayonnement de la francophonie. Et donc là, en effet, on encaisse des honoraires. Voilà. Alors, pour venir peut-être sur le thème du forum, je crois que vous avez, vous, œuvré dans le domaine de l'agroalimentaire. Si on devait, très schématiquement, faire un repérage des lobbies, puisqu'on a vu que chaque lobby engendrait, suscitait son contre-lobby, quels sont les lobbies qui, à votre connaissance, s'affrontent sur les questions agricoles et alimentaires en France? Ceux qui ont assisté au débat précédent ont vu qu'a priori des lobbies s'affrontaient sur le sujet. En fait, le paradoxe de l'agroalimentaire, c'est que c'est d'abord un problème agricole. C'est devenu dans le temps un sujet agroalimentaire. Le terme émerge dans les années 60, en fait à peu près au moment de la PAC, pour que tout le monde ait une idée. Le monde agricole lui-même est un lobby, en fait. Les premières grandes organisations syndicales datent de la fin du Second Empire ou du début de la Troisième République. La première est une association foncière, clairement royaliste, et la République créera la sienne pour contrer. Donc c'est le lobby et le contre-lobby. La première grande organisation agricole, elle est royaliste, et la deuxième, elle est républicaine. Donc, boum, ça commence. Dès qu'il y a un pouvoir qui a besoin de prendre une décision, qui est donc une décision balancée, il n'y a que dans les esprits simples qu'on pense qu'une décision est basique, uniforme, rectiligne. C'est évidemment toujours beaucoup plus compliqué. Donc, une décision équilibrée veut dire qu'il y a les blancs, les noirs, les rouges, les bleus, les petits, les grands. Bon, donc il y a un lobby foncier royaliste et Gambetta plaide pour un lobby agricole républicain. Très bien. Par ailleurs, sur le monde agricole, donc sur l'agroalimentaire, qui est la version récente, il faut avoir à l'esprit que l'État, qu'il ait été républicain, impérial ou monarchiste, a toujours eu une attention extrêmement vigilante au monde agricole. D'abord parce que c'était des bras, et ensuite parce que ça nourrissait la population. La première grande loi agricole, c'est la fixation des cours du blé. C'est 1920. L'État dit « je vais fixer le prix du blé ». Imaginez, sous la Troisième République, qui était plus complexe que ce qu'on imagine, ce que ça a dû être en termes de lobbying qui n'en était pas à l'époque. L'État dit « je vais fixer le cours ». Bon. Donc, énorme opération de lobbying. Ensuite, bon, c'est la PAC, c'est les années 60, c'est l'agroalimentaire. Le nombre de textes agricoles, depuis les années 60, ne fait que s'accroître. Au cours des 2 dernières décennies, on a eu presque autant de textes que sous les 3 précédentes, ou 4 précédentes. On a un texte tous les 4 ans. Donc, à chaque fois que vous réouvrez le dossier, vous déchaînez les lobbies. Alors, le lobby, c'est le producteur, c'est évidemment le distributeur, on en a quand même parlé tout à l'heure, quand même un vrai sujet, il y a 4 centrales, il faut le rappeler. On a divisé par 3 quasiment en 20 ans le nombre de propriétés agricoles et on a limité à 4 le nombre de distributeurs. Vous voyez un peu le jeu. Et dans le même temps, on a fait émerger le consommateur, qui lui n'est pas un lobby, mais quand même est représenté par des associations, il y en a quelques-unes, et surtout représenté par l'opinion dans la presse. Et là, ça devient un sujet de com'. On en parlait tout à l'heure. Donc la difficulté sur les enjeux agroalimentaires aujourd'hui, c'est qu'on a quelques gros syndicats agricoles qui existent, on a les filières, on a les distributeurs et on a enfin les consommateurs. Donc ça veut dire que c'est un grosse bataille. Oui, c'est un bordel sans nom. Enfin, c'est juste un bordel sans nom. Donc dedans, il y a des gros intérêts économiques qui payent des méchantes personnes comme moi pour essayer de faire les choses de manière un peu plus calme. Donc les méchants lobbies. Par exemple, les syndicats agricoles, est-ce qu'ils recourent à des professionnels? Ce sont des lobbies.
Un Oui, mais syndicat est-ce que- est un lobby. Bien sûr, puisqu'ils représentent les Oui. intérêts de, Donc, de leurs adhérents. Ils agissent en direct. Ce que disait tout à l'heure le patron de la FDSEA était très juste. Ils savent faire, hein, ils pèsent à tous les niveaux de l'échelle. Et ils payent par ailleurs des professionnels quand ils ont besoin d'appui technique, notamment sur le plan juridique. Ça peut être le cas, ou quand ils ont besoin de changer de stratégie, ou quand ils ont besoin de se déployer autrement qu'ils le font de manière traditionnelle. En clair, quand ils veulent discuter avec d'autres personnes que le ministère de l'Agriculture, ils peuvent nous soumettre des parts de dossier. Mais dans le même temps, ces grands lobbies agricoles, ils sont contrebalancés. Aujourd'hui, le lobby du bio, ça existe. Enfin, pour ceux qui ont suivi la loi agricole passionnante du reste, on voyait bien que les forces en présence, y compris industrielles, hein, enfin, quand je parle de producteurs bio, je parle d'une logique industrielle, ces gens étaient représentés et outillés. Alors la presse ou l'opinion les soutient, donc on a le sentiment qu'en fait c'est pas une opération processée avec des professionnels à la manœuvre, mais je suis payé pour savoir que ça l'est. Donc, et c'est très bien. C'est très bien parce que ça apporte, ce qui était dit tout à l'heure, ça apporte aux décideurs publics une multitude d'informations, et moi je crois qu'on est légitime dans le débat. Mais parce qu'on ne gagne jamais. C'est jamais tout blanc, tout noir. Dans le milieu, il y a une opération qui fait rigoler tout le monde. C'est le mec qui avait réussi à imposer les éthylotests dans les voitures. Bon. Le mec qui a réussi à faire ça, il est champion du monde. C'est un industriel qui a dit on va mettre des éthylotests. Et ça, ça a été le résultat d'une campagne. Ben, évidemment, ce n'est pas les pouvoirs publics qui, dans leur tête, se sont dit un jour on va faire chier les automobilistes en mettant des éthylotests. C'est un mec qui s'est dit il y a un super coup à faire. Ils ont branché les médecins, les associations de victimes de la route. Tout le monde, comme un petit enfant avec la presse, a dit oh ce serait tellement bien. Et boum, on a rendu le truc obligatoire. C'est une opération de lobbying remarquablement bien faite. Ça a fini par foirer parce que c'était impossible à mettre en œuvre. Mais c'était génial. Je reconnais bien là votre esprit paradoxal, parce que c'est au nom d'un Oui, objectif de santé publique, on Oui. ouvre un marché. évidemment. Donc ça peut se Et tout retourner. le monde dit c'est génial. Vous êtes tous des petits Alors enfants. je quoi. suggérer un autre exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du système Nutri-Score, qui est un système de repérage de la valeur nutritionnelle des habitants, des aliments, pas des habitants, la valeur nutritionnelle des habitants. Et qui était donc conçu pour une information transparente pour les consommateurs, et qui a, semble-t-il, été amendé, un peu dévoyé par C'est vrai. Ce qu'a dit Saporta les tout à l'heure. industriels. Non, ce qu'a dit Saporta tout à l'heure est vrai et faux. Les industriels n'étaient pas du tout favorables à ce truc. Ça, c'est sûr. Clair et net. Alors, les industriels, c'est compliqué. Est-ce que c'est ceux de la première ou de la deuxième transfo? Là encore, c'est complexe dans le monde agricole. Ce qui est sûr, c'est que les industriels qui faisaient l'emballage à la fin, ils n'étaient pas très très fanats du sujet. Ça, c'est indiscutable. En fait, aujourd'hui, le problème du Nutri-Score, c'est qu'on l'a accepté. Enfin, les produits. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi, mais bon, c'est la règle. Donc, c'est Nutri-Score pour tout le monde. Et en fait, c'est Bruxelles qui bloque. C'est pour ça que ce qu'elle a dit tout à l'heure n'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, Bruxelles dit ce serait mieux, mais il n'y a pas d'obligation. C'est ça ce que dit Bruxelles. Donc la France dit ah ouais, ce serait bien, mais comme c'est compliqué et que personne ne sait vraiment comment on fait, on enterre le dossier. Mais la décision définitive d'obligation, qui serait la plus pertinente sur un marché, parce que là encore, on est sur un marché commun. Enfin, c'est exactement comme les sujets de glyphosate, etc. Il y a un moment, il faut se dire qu'on est sur des marchés communs. Donc dire le Nutri-Score, c'est que pour les produits français, vous pensez sérieusement que les grands industriels vont faire que du paquet? Enfin, ouais, c'est plus facile de dire dans l'Union, tout le monde a Nutri-Score. Et là, Bruxelles dit ah bah oui, mais c'est contraignant. Alors, Bruxelles, vous avez lâché le mot qui fâche. Lorraine Bouno, est-ce que Bruxelles, c'est un nid de lobbyistes, de méchants lobbyistes qui freinent les évolutions qui iraient dans le sens de l'intérêt général ou de la santé publique? On évoquait avant ce rendez-vous l'émission d'Élise Lucet, la question de Coca-Cola. Est-ce que c'est à chaque fois à Bruxelles que l'influence des lobbies se déploie? Alors en tout cas, à Bruxelles, l'activité de lobbying a été beaucoup plus encadrée et professionnalisée bien avant la France. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle est aussi peut-être plus visible et que, parce qu'on a ces premiers éléments de transparence aussi sur l'activité de lobbying à Bruxelles, qu'on est en mesure de savoir un peu plus ce qui s'y passe. Donc l'activité de lobbying à Bruxelles, bon, si on se base sur donc il y a un registre des lobbies qui existe, qui est par ailleurs pas obligatoire. Il va y avoir un vote au Parlement européen le 21 novembre justement sur permettant d'adopter éventuellement un amendement rendant obligatoire ce registre. Donc on verra bien.
Mais n'étant pas obligatoire, tout le monde n'y est pas nécessairement inscrit, mais on compte aujourd'hui environ 12 000 représentants d'intérêt inscrits 12 000 représentants d'intérêt. à ce registre. Donc c'est-à-dire des fédérations professionnelles, des grandes entreprises, des ONG, des associations cultuelles, des organismes publics et parapublics, des représentations aussi de territoires, donc de régions, de départements, etc., des associations d'élus aussi qui sont inscrites. Donc voilà, tout ce type d'acteurs doit y fournir quelques informations sur qui ils sont, quels sont leurs budgets, quels sont les types de normes et de règles sur lesquelles ils interviennent auprès des commissaires européens ou auprès des parlementaires, et des informations plus généralement sur voilà, ce qu'ils font, éventuellement sur les positions qu'ils partagent, mais là encore, rien d'obligatoire. Donc à Bruxelles, on dispose de ce type d'informations. On dispose depuis très très récemment de ce type d'informations en France, mais qui sont parcellaires à travers donc un registre des lobbies, puisqu'on a un petit peu copié ce qui se passait à Bruxelles et ce qui se passe dans d'autres pays. Donc le registre, c'est aussi. Simplement que les représentants d'intérêt se déclarent. C'est les Et ils représentants. reçoivent un badge d'ailleurs pour Alors à l'accès. Bruxelles, oui, tout à fait. Il y a un badge d'accès et par ailleurs, il y a une mesure qui est très intéressante qui concerne les commissaires européens, puisque les commissaires européens ont dans l'obligation de ne rencontrer que des lobbyistes enregistrés Agréés. dans ce registre, donc agréés. Ils ne peuvent pas rencontrer d'autres types de lobbyistes. Et par ailleurs, il y a aussi, donc ça c'est peut-être pour aller un petit peu dans le sens de comment le lobbying et l'activité de lobbying s'est organisée à Bruxelles, mais il y a des espaces aussi dédiés en fait à ces rencontres, donc des salles dans lesquelles il est prévu que les décideurs, les lobbyistes puissent se rencontrer. Donc ça permet de dépasser un petit peu l'enjeu de, l'opacité qui autrement pourrait... Pas d'invitation au restaurant. Pas d'invitation au restaurant, par exemple, ou en tout cas, si c'est le cas, il faudrait que le parlementaire, et c'est le cas de certains parlementaires européens, qui déclarent leur rendez-vous avec des lobbyistes. Donc ils utilisent d'ailleurs, Transparency en est à l'origine, un petit outil qui s'appelle Lobbycal, et qui permet à certains parlementaires européens, donc là c'est plutôt du domaine de la bonne pratique. Des parlementaires français le font. Alors on espère, on est en train de faire du lobbying pour. Donc pour déclarer ces rendez-vous avec, et avec les Transparency lobbyistes. livre cette information. Alors non, ce sont eux-mêmes en fait. Oui, non, mais je veux dire, une fois qu'ils vous l'ont confié, ils mettent en ligne à tous les citoyens, D'accord. parce que nous, on est à la limite représentants de la société civile, mais l'idée c'est que tous les citoyens puissent y avoir accès. Mais en fait, on pourrait multiplier, si vous voulez, vous parliez de l'enjeu agroalimentaire de manière générale. Là, on est quand même sur des thématiques qui sont, et je voudrais dépasser un petit peu l'exemple de l'enfant qui fait du travail d'influence auprès de ses parents pour obtenir un cadeau. Bon, là, on est... Ça, c'est la naissance d'une vocation, c'est autre chose. Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais quand on parle agroalimentaire, on est quand même sur des enjeux qui sont extrêmement importants et qui sont particulièrement anxiogènes parce qu'on est à la contrée, enfin on est à l'intersection entre des intérêts économiques et financiers, des intérêts industriels, des enjeux de santé, des enjeux d'environnement qui ont un réel impact, et on parle de décision publique qui a un impact sur la vie, directement sur la vie, sur la santé de tout le monde, de tous les concitoyens. Donc c'est pour ça qu'on pourrait multiplier des exemples à la limite dans lesquels telle décision a été rendue dans un sens ou une autre décision a été rendue dans un autre sens. On pourrait critiquer le sens de la décision, mais encore faut-il avoir des éléments de transparence et de traçabilité sur cette décision. Et c'est là tout l'enjeu. Et c'est là où le lobbying et les activités d'influence, de représentation d'intérêt doivent être encadrées, et à travers 3 principes. Des principes de traçabilité de la décision publique, c'est ce qu'on appelle l'empreinte normative dans notre jargon. Donc c'est de pouvoir savoir, mieux comprendre, et parce qu'on est citoyen, parce qu'on est concerné, parce qu'on est directement impacté, comment nos élus, nos représentants, ont pris leurs décisions. Qui ils ont écouté pour prendre leurs décisions, qui ils ont rencontré, quels sont les arguments qui leur ont été donnés, les papiers de position
Alors effectivement, vous rappeliez quel était un peu votre métier, comment vous l'exerciez, que vous étiez plutôt, c'était plutôt de l'ordre de l'avocat, de celui qui crée, qui rédige des argumentaires de la norme, mais il faut qu'on puisse avoir accès à ces papiers de position. Il faut qu'on puisse savoir pourquoi le décideur public a décidé, lui, en tant que représentant de l'intérêt général, d'aller plutôt dans ce sens-là. Il ne s'agit pas nécessairement de critiquer sa décision en tant que telle. Donc de la traçabilité sur la décision publique, de l'intégrité, s'assurer que les informations qui lui sont transmises à ce décideur sont fiables. Qu'elles ne sont pas délibérément biaisées. C'est la question des experts qu'on va ouvrir après. Et des questions, et un troisième principe qui pour nous est important, qui est l'équité d'accès. Parce qu'il est faux de croire que tout le monde a accès de manière équitable aux décideurs publics. Donc c'est de s'assurer aussi que tous ces représentants d'intérêt, qu'il s'agisse d'entreprises, de fédérations professionnelles, d'associations culturelles, d'élus, etc., d'ONG, puissent avoir accès aux décideurs publics et donc leur présenter aussi ces contre-arguments, arguments contre arguments. Oui, Pierre, vous avez œuvré comme lobbyiste à l'échelle européenne et vous me disiez que les Français n'étaient peut-être pas champions d'Europe. Qui sont les champions ? Historiquement, et Guillaume l'a parfaitement rappelé, le lobbying est britannique. Et d'ailleurs, la construction actuelle de l'Union européenne, sur laquelle on reproche qu'elle ne soit plus qu'économique, alors même qu'au niveau de son fondement, peut-être sur l'humanisme, sur un continent qui a plus de 70 années de paix, c'est assez troublant de voir que les Britanniques, justement, ont su donner un tel impact à l'économie et aujourd'hui se retirent de cette Union européenne, alors qu'ils avaient obtenu économiquement un petit peu... C'est la faute des Anglais. Ces méchants Anglais, tous des salauds. Mais très concrètement... Personne ne cautionne ces propos. Mauvais argument. Jamais. Non, mais aujourd'hui, les Allemands sont extrêmement forts. La preuve avec la place prise depuis 5-6 ans par le leadership incontestable et incontesté de l'Allemagne aujourd'hui en termes d'influence au niveau de l'Union européenne. C'est vrai que nous, la France était extrêmement influente. On l'a vu jusqu'aux années 2010 avec la présidence française, la présidence de Nicolas Sarkozy, présidence française de l'Union européenne. Encore une fois, je rentre dans les termes très grand public et je caricature légèrement, mais sinon ça va devenir trop technique. En gros, jusque dans les années 2010, rien ne se passait sans la France. 2010-2012, rien ne se passait sans la France et l'Allemagne. Et depuis 2012, rien ne se passe sans l'Allemagne. Globalement, on va rajouter deux années de la présidence François Hollande. 2013-2014, rien ne se... Ça pourrait expliquer, par exemple, le sens de la décision sur le glyphosate. Alors, on l'a beaucoup dit, que le poids de l'Allemagne avait été prépondérant. Enfin, c'est une interprétation journalistique, je la garde pour moi. C'est votre métier. Voilà. C'est votre métier. Il y a différents sujets et je pense qu'il y a un meilleur expert sur cette thématique. Mais là, aujourd'hui, on va le voir par exemple avec les GAFA. Hier, il y a Bruno Le Maire justement qui a fait une sortie assez importante en disant que si l'Allemagne ne suit pas le projet français, le projet européen, il y aura des répercussions dans le cadre de l'alliance franco-allemande, de l'amitié franco-allemande, etc., etc. Et donc là, concrètement, c'est des États qui jouent justement cette influence, ce lobbying entre eux à l'échelle de l'Union européenne pour dessiner cette Europe de demain. Mais après, ce qui explique assez simplement aussi, les Allemands ont su développer, ont su analyser, et les élections européennes le prouvent. Pendant des années, nous ici en France, on a mis certains partis majoritaires ont mis des députés qui ne sont pas forcément des experts européens, qui ne sont pas forcément particulièrement attirés par l'Europe, mais qui sont très parisiens ou très présents dans la presse. Sélectionnés par les partis politiques français. Mais en Allemagne, ils sont aussi sélectionnés par les partis politiques et pourtant, ils ont mis des experts, des personnes qui sont investies. Et on voit que ces députés, aujourd'hui, sont à 3-4 mandats, donc ont des vice-présidences, ont des postes de questeurs, ont les postes réellement stratégiques de cette institution. Et donc, c'est là que l'État a réellement su faire du lobbying. On n'est pas dans le juridique, mais a su poser les pions. Et c'est ce qu'on voit sur cette dernière législature depuis 2014. La France est extrêmement affaiblie, quand l'Allemagne est extrêmement renforcée. Que se passera-t-il avec les prochaines élections européennes? Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, là-dessus, a raison. Il faut se mobiliser, parce que très concrètement aujourd'hui, si on est pro-européen, quand on est français, aujourd'hui l'Europe
on est tous dedans. L'Union européenne, on est dedans, on peut en penser ce qu'on veut. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire que les sujets de la France doivent être portés. Moi, citoyen français, moi, habitant de Strasbourg, mon objectif, c'est que la France soit la plus puissante possible au sein de l'Union européenne pour que mes intérêts, nos intérêts communs soient portés. Dans ce cadre-là, quand vous avez 25 députés Front National qui arrivent sur une délégation de 74, donc qui par définition ne suivront pas les recommandations, les préconisations de l'État, des ministères, on peut se dire, et c'est encore une fois de manière très caricaturale ce qu'on sait depuis 2014, que concrètement la délégation française en termes d'influence est passée de 74 députés sur 751 à 59. Et ça, c'est un vrai sujet. Et on voit par que, rapport au glyphosate, je crois qu'il y avait... Je viens commenter. Pardon. Oui, j'ajouterais que sur les questions européennes, d'un point de vue, là pour le coup, de défense d'intérêts économiques, simplement pour que chacun l'ait bien à l'esprit, mais quand le Parlement européen s'installe, les Britanniques, donc ce qu'on appelle la RP, donc la représentation permanente, donc l'ambassade britannique auprès de la Commission, convoque tous les assistants parlementaires anglais, qu'ils bossent ou non pour des élus anglais, et tous sont briefés sur les intérêts de la Grande-Bretagne. C'est comme ça que ça se passe. Donc ils constituent un puissant lobby. Absolument. De cette manière. Et ils traitent leurs élus, ça c'est bien le minimum, mais ils traitent aussi les collaborateurs. Nous, les nôtres, ils sont dans la nature. Chez les Britanniques, les mecs, ils sont convoqués, on leur dit, voilà, tu bosses pour qui tu veux, mais juste que tu aies bien à l'esprit à peu près de quoi on parle. On ne va pas ouvrir la page des assistants parlementaires. Non, mais c'est pas ça. C'est piégeux. Non, mais c'est essentiel pour comprendre ce que c'est que l'influence d'un État et d'intérêts économiques en Europe. Le gouvernement britannique briefe tous les collaborateurs parlementaires. Les Allemands font exactement la même chose. Ça veut dire que vous déployez une force de frappe qui est considérable. Et quand les entreprises allemandes ont des sujets à Bruxelles, je peux vous assurer qu'ils chassent en meute. Et c'est la très grande différence. Ils sont extrêmement organisés. On est des petits-enfants à côté. Alors, on comprend. À 100%, et pour rebondir sur ce propos, et à contrario, la France, au lendemain des élections européennes 25 mai 2014, qui n'a jamais invité les assistants parlementaires, systématiquement à chaque législature, invite l'ensemble des députés européens dans la salle des horloges au ministère des Affaires étrangères. Et là, pour la première fois, depuis la création de l'Union européenne, la France ne l'a pas fait. Le secrétaire d'État était alors Harlem Désir. Pourquoi ? Parce que 25 députés Front National, c'est la première délégation, la première puissance française aujourd'hui est Front National. Donc le gouvernement ne souhaitait pas qu'on se retrouve avec une majorité de frontistes face à l'ensemble des autres députés. Mais c'est extrêmement important. Nos divisions politiques affaiblissent notre lobbying national. C'est ça. Et c'est là que les Britanniques, historiquement, culturellement, sont extrêmement forts, et les Allemands également, puisque nous, certes, on a nos problèmes, mais nos problèmes intérieurs, finalement, rejaillissent à l'échelle de l'Union européenne, tandis que ce soit les Britanniques ou les Allemands parviennent à s'entendre et à parler d'une seule et même voix sur des thématiques nationales à l'échelle de l'Union européenne. Alors on est parti des corporations, on arrive aux intérêts des États qui s'affrontent. On voit bien que le lobbying a quand même quelque chose à voir avec le rapport de force. Et justement, je voudrais revenir sur ce point-là parce que, finalement, la décision publique, c'est un compromis. Chaque groupe d'intérêts va plaider sa cause, apporter ses arguments, mais il y a quand même une grande inégalité dans cette confrontation. Et vous qui représentez une ONG, vous ne disposez pas des mêmes moyens financiers, des mêmes connexions avec le monde de la recherche ou avec les experts juridiques, les experts économiques que des grands intérêts industriels. Est-ce que fondamentalement, c'est pas ça le problème, la disproportion dans cette discussion entre lobbies, c'est que certains sont beaucoup plus puissants et beaucoup mieux armés que d'autres? Il y a effectivement un problème d'inégalité d'accès aux décideurs publics, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit à Paris. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas complètement en mesure de pouvoir le quantifier, l'identifier et suffisamment l'informer pour pouvoir y remédier. Pour ce qui est de la France, donc comme on le disait, on a créé un premier registre des lobbies qui a été mis en place l'année dernière. Qu'on peut voir sur Internet. Qu'on peut consulter sur Internet, sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Où on demande donc aux représentants d'intérêt de publier quelques informations sur leur activité de lobbying.
C'est succinct. C'est assez succinct, c'est un registre à trous. Ça s'apparente un petit peu plus à un annuaire qu'autre chose pour le moment. Et nous l'avions largement regretté. Notamment parce qu'il y a eu un lobbying intense pour en réduire la portée par certains acteurs et certaines fédérations. Alors je ne parle pas nécessairement de vous, mais d'autres associations de représentants d'intérêt. Donc on a finalement un espèce de registre à trous qui offre peu de transparence sur les activités de lobbying en France. Et de l'autre côté, on ne sait pas qui les décideurs publics rencontrent. On a peu d'informations là-dessus, on n'a pas de publication donc des agendas des élus et des agendas de rencontres avec les lobbyistes. On a quelques informations dans des rapports parlementaires puisqu'ils ont l'obligation, les décideurs publics ont l'obligation de mettre en fin de rapport donc les experts qu'ils ont consultés. Les experts qu'ils ont consultés. Lorsque nous avions fait une étude en 2011, donc, sur près de 9000 auditions, 9000 auditions qui avaient eu lieu à l'Assemblée nationale, ça nous avait permis de voir que les parlementaires avaient auditionné près de 5000 représentants d'intérêt à cette occasion-là. En revanche, seulement 40% des rapports parlementaires contenaient le nom en fait, des personnes auditionnées ou avaient contenu une liste exhaustive des personnes qui avaient été auditionnées. Donc 5000 représentants d'intérêt à l'époque qui avaient été reçus sur 3 ans sur le temps de nous ce qu'on avait analysé, donc 2007-2010. Aujourd'hui, le registre qui existe, le registre des lobbies, compte 1670 à ce jour représentants d'intérêt. Donc on voit qu'on est quand même loin des chiffres qu'on avait pu trouver en 2011 à l'époque. Et on a finalement un registre où les lobbyistes doivent déclarer une fois l'année donc des activités d'influence qui sont très larges, parce que les activités d'influence, c'est à eux de les décrire. Donc ça va de choses très précises à une activité d'influence sur le financement des entreprises. Voilà, donc on a ça comme description, alors on ne sait pas trop quoi en faire. Et on ne sait pas exactement auprès de qui l'activité de lobbying a été portée. Quel est le nom du rapporteur qui a été rencontré, etc. À quelle date, et quelle est la position qui a été échangée à ce moment-là. Donc on a finalement, il y a des actions de lobbying qui peuvent avoir lieu là en ce moment, mais vous en serez informé de manière très partielle qu'en avril 2019. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas trop ce que vous pourrez faire. Pour avoir consulté ce registre et les actions qui sont décrites, même avec beaucoup d'imagination, et on peut en avoir quand on est journaliste parfois, là, on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. C'est encore très insuffisant. Donc vous voyez du coup qu'avec ce type, ces informations qui sont disponibles aujourd'hui et qui vont l'être de plus en plus, on n'est pas en mesure finalement de savoir précisément qui a été plus rencontré que qui. Est-ce que véritablement il y a une représentativité des intérêts assez égale? Et d'ailleurs, et notamment parce qu'en fait, on demande pas aux décideurs publics d'adopter des bonnes pratiques, donc comme la publication des agendas. Ça c'est la question, c'est qu'on demande à la profession de faire des efforts de transparence. D'ailleurs, l'association dont vous êtes membre, je crois, est tout à fait favorable à ça. C'était doté d'une charte éthique et a participé à la réflexion sur cette meilleure transparence. Mais elle dépend aussi du bon vouloir et des bonnes pratiques des élus, qui sont les premiers, et ça... on en a pratiquement à chaque session parlementaire l'exemple, à reprendre ou à solliciter des lobbies pour écrire des amendements. Non, ça n'existe plus. Ça c'est gentil, mais c'est pas vrai. Il y a deux choses. Le registre, je suis d'accord, on en a déjà parlé, les professionnels trouvent qu'il n'est pas terrible en fait. Le système bruxellois est plus contraignant et je pense plus efficace. Le vrai problème du registre aujourd'hui, c'est qu'on vous demande de déclarer des montagnes de trucs sur une liste close d'activités. C'est-à-dire que c'est pas moi qui choisis ce que je raconte. En fait, je coche des mots qui me sont donnés par un système informatique qui met des mots flous pour ne gêner personne. Et notamment pas le décideur public. Donc c'est directif, il y a une grille. Oui, bien sûr. Donc c'est complètement stupide. Mais c'est pas grave, on le fait. Le registre bruxellois était plus contraignant, plus exigeant et avec des sanctions. Le problème aujourd'hui, c'est que le registre en France, s'il n'est pas respecté, il n'y a pas de sanctions. Bon.
Il n'y a ni médaille, ni fouet. Bon. Donc, je remplis un machin. Je passe des heures à me taper ce truc. Bon. J'envoie les données. La haute autorité me dit bravo, merci, bien reçu. Elle publie l'année d'après. Donc, en fait, ça ne veut rien dire. Et c'est complètement flou. Puis, et c'est là où ça devient en fait tout à fait savoureux, une fois que j'ai fini de remplir tout ça, je n'ai pas de, ça n'a pas de bénéfice, en sens d'élimination du champ de la profession de gens qui ne seraient pas conformes aux engagements même de la loi. Voilà. Donc, être vertueux ne rapporte rien. Non, mais c'est la loi. C'est pas être vertueux, Non, mais même, c'est la je veux dire, loi. respecter la loi. C'est quand même la loi. Et c'est une loi qui n'a pas de sanction. On est dans un pays où nul n'est censé ignorer la loi, et si celle-là je l'ignore, il n'y a pas de sanction. C'est quand même, j'insiste sur ce point, enfin, je ne veux pas faire le boulot d'autres, mais c'est quand même merveilleux, quoi. Bon, donc, on déclare tout ce machin, on se fait chier pour rien, parce qu'il ne se passe rien. Bon, ok, à la fin, j'explique qui j'ai vu, qui j'ai pas vu, de toute façon, tout le monde s'en fout, et la haute autorité, qui gère 1700 déclarations, ils doivent être quoi, 15, 20 ? Combien ils sont à la haute autorité ? 50, ouais. 1700 déclarations, ce qui veut dire qu'ils sont incapables de les traiter, et donc à la fin, ça va se terminer par de l'open data. Donc ça donne des journalistes qui ne comprennent pas, qui se servent du fichier, ou des gens qui vont consulter en bon démocrate. Et donc ça n'éclaire pas plus, ça alimente la boîte à fantasmes, et on n'a pas progressé d'un pas. Donc oui à l'encadrement. Enfin, moi j'ai un bureau à Bruxelles, donc enregistré à Bruxelles, je suis depuis des années. J'étais déjà enregistré à l'Assemblée avant la loi. Là c'est la loi, je m'enregistre et j'observe que ça ne se passe pas mieux. La question c'est pourquoi. Le pourquoi, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de service de l'État pour contrôler. C'est ce que disait Saporta tout à l'heure. On est dans un pays où on fait des normes. Ouais. Non mais on fait des normes. Parce qu'on n'a pas de pouvoir. Quand on n'a pas de pouvoir, on fait des normes. C'est simple. On fait des lois d'opportunité, on pisse de la norme à longueur de journée, comme ça l'opinion est contente, et après il n'y a personne pour sanctionner la norme. C'est ça le fond du problème dans ce pays. Donc on vous dit, je vous fais une loi ceci, je vous fais une loi cela, je fais une loi, je ne prends pas les décrets, je prends les décrets à moitié. Et de toute façon, personne ne contrôle. Nous, on est dans le même cas. Et quand on nous dit, oui, mais alors pourquoi ça ne marche pas ? Mais parce que les élus n'ont pas très envie. Puis alors ça commence où un lobby ? Quand monsieur député de la 3e du Doubs va se coller les parents d'élèves, c'est un lobby, les parents d'élèves ? Ou c'est que moi, le lobby ? C'est qui, le lobby ? Donc voilà, donc très compliqué. Donc les élus disent, on veut un peu de transparence, mais pas trop. L'État veut garder une forme de clair-obscur dont il a besoin pour négocier. Enfin, moi, je le vois, j'ai travaillé sur des sujets un peu compliqués, loi agricole, schiste. Il y a un moment où, quand on déplace le taquet, on parle en milliards d'euros. C'est pas juste des petits sujets. C'est des intérêts qui peuvent être très lointains. Ça peut être des bois implantés au bout du monde. Donc tous là, ces gens. L'État peut avoir besoin de votre. Évidemment qu'il a besoin. Ouais. Il a besoin de filtres pour parler. Enfin, moi, quand j'ai travaillé sur les histoires de schiste pour des grands groupes américains, vous voyez, pour entretenir le fantasme, les mecs, ils rigolent pas du tout. Mais pas du tout. Donc avant de savoir s'ils vont investir, et ils veulent savoir ce que veut le gouvernement en vrai, le gouvernement voudrait savoir si ces gens veulent investir. Donc il faut bien un clair-obscur pour discuter. Donc évidemment, on ne va pas tout déclarer. Parce qu'il y a un moment, il faut pouvoir dialoguer. Et ça sert aussi à ça. Alors c'est autre chose quand on est dans l'élaboration de la loi, dans la procédure, c'est-à-dire quand un texte est devant le Parlement. Et là, il faut que ce soit plus transparent. Mais là, on bute sur un sujet simple. Quand les élus... Par exemple, un élu d'un territoire viticole, comme l'Alsace, vous voyez, par exemple, voit des viticulteurs de leur circonscription. Il voit quoi ? Il voit monsieur machin qui est électeur, il voit monsieur machin qui est viticulteur, monsieur machin qui est VP de la coopérative. Ça commence où ? Donc, on a fait une cote très mal taillée. Mais quant à penser que c'est suffisant, la réponse est évidemment non. Après, c'est la qualité du législateur à faire des normes intelligentes et de l'exécutif à les sanctionner. Et aujourd'hui, je suis un lobbyiste qui demande des sanctions. Non, mais pardon, mais voilà. C'est paradoxal. Mais alors justement, la transparence, ça répond à certains de ces enjeux. Ça y répond parce que effectivement, on ne va pas demander à une autorité aussi efficace soit-elle, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d'aller analyser 1670 fiches tous les ans, toutes les informations qui y sont répertoriées, etc. C'est là où du coup, on fait appel aux citoyens. Et au rôle de vigie citoyenne aussi, et au rôle de transparency ou d'organisation comme les nôtres. Il y en a d'autres, on n'est pas les seuls. L'idée, c'est pas de nous faire de la pub, mais d'avoir ces informations en open data, ça permet aussi aux citoyens vigilants qui a envie en fait de s'informer sur telle ou telle activité de lobbying, telle ou telle décision publique, de pouvoir y avoir accès et justement de dépasser un petit peu cette ère du soupçon et cette ère du fantasme que crée l'opacité. La transparence, ça permet aussi, quand on a par exemple des parlementaires, donc ce groupe de parlementaires européens volontaires
qui donc met en place, utilise ce petit widget Lobbycal qu'on avait créé avec eux à l'époque pour mettre en ligne leur agenda des rencontres avec les lobbyistes. Ça a permis par exemple à la parlementaire du groupe Europe Écologie, enfin du groupe Les Verts au Parlement européen de se rendre compte en faisant ça qu'elle rencontrait beaucoup plus d'entreprises ou de grands groupes que d'ONG sur certains projets de loi. Pas sur tous, le déséquilibre peut être différent sur d'autres. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais simplement, ça permet aussi une prise de conscience personnelle. C'est-à-dire, ah bah tiens, puisque je fais enfin la lumière et je donne quelques éléments chiffrés et statistiques sur mon activité aussi en tant que décideur public, ça me permet aussi de rétablir la balance s'il y a besoin. Donc ça sert aussi à ça, à la transparence. Ce sont des éléments de vigilance citoyenne et ça permet donc d'inclure aussi le citoyen dans ces démarches-là. On est souvent... Qu'est-ce qui crée toute cette défiance aussi ? C'est le manque de proximité qu'on a, le manque de... En fait, on voit la décision publique comme étant quelque chose qui est inatteignable, de très loin, qui de toute façon est trop compliqué, ne nous concerne pas, ou qui se fait sans nous, et sur lequel on n'a aucune prise. Non, c'est pas vrai. On peut en avoir. Et je crois que recréer aussi cette proximité, offrir de la transparence aux citoyens, c'est permettre de rétablir un petit peu cette confiance dans la décision publique, c'est permettre d'y prendre part et de prendre part au processus démocratique de cette manière-là. Alors Pierre Loeb, vous vous intéressez beaucoup, vous, à la consultation des citoyens, je crois. Vous essayez d'innover dans ce domaine. Est-ce que, effectivement, le juge ultime de tout ça, c'est pas le citoyen, l'électeur, et comment mieux l'informer, comment mieux l'associer à ce processus de la décision publique et lui expliquer le rôle des lobbies, les arguments des lobbies. Est-ce que c'est possible, ça ? Est-ce qu'on peut faire rentrer le citoyen dans cette boucle-là ? Bien évidemment, et il le faut, il y a une attente, il y a une demande, et Lorraine l'a parfaitement expliqué. Après, c'est vrai qu'il y a une certaine utopie à l'heure actuelle, je trouve, dans ces propos, parce qu'on est à des années-lumière de cette réalité, notamment par rapport à ce registre de transparence en France. Moi, je vois que je suis accrédité avec différentes structures depuis 2010 au Parlement européen, et en effet, tu vas renouveler une fois par an ou une fois par trimestre en fonction d'eux. Tu dois réactiver chaque jour ton badge. Donc en effet, il y a un badge de la couleur brune des lobbyistes. C'est pas des assistants parlementaires, c'est pas celle des députés, c'est vraiment celle des lobbyistes. Et donc n'importe quel interlocuteur qu'on croise, ou le serveur, ou absolument n'importe quelle personne du Parlement européen, de l'institution, sait que c'est un lobbyiste. Donc ça c'est extrêmement clair. Et comme ça a été évoqué, le parlementaire européen doit déclarer les lobbyistes qu'il va rencontrer. Moi, en France, j'ai jamais réussi à m'inscrire à ce registre de transparence. C'est une vaste utopie. On a rafraîchi la page au moment du lancement un certain nombre de fois. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai toujours pas réussi à m'accréditer. Il y a probablement un manque de volonté, mais on avait essayé à 5 ou 6 reprises depuis son lancement. Donc aujourd'hui, pour aller à l'Assemblée nationale, on se fait inviter par des amis, par des assistants parlementaires. Et bien évidemment, je n'existe pas. Ce lobby n'existe pas et il n'y a absolument rien de déclaré, de même que le député ne va pas déclarer m'avoir rencontré, donc il ne va pas rentrer dans les fameux quotas sur la loi qui a été votée, l'impact, le nombre d'associations d'entreprises. Donc sur le fond, sur l'idée, évidemment, et bravo pour cette avancée, c'est une belle avancée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le système est beaucoup trop perfectible et faillible au niveau du registre de transparence français pour qu'il puisse avoir une certaine représentativité. Mais en évoluant, et on le souhaite tous, et c'est quand même assez surprenant que ce soit deux lobbies justement qui demandent à ce que ce registre de transparence gagne en efficacité, mais c'est une réalité. C'est une réalité parce que pour réellement appréhender à juste titre et faire comprendre aux citoyens que le lobbying est un outil de la démocratie, il faut justement que nous-mêmes on puisse avoir ce badge et montrer on est transparent. Que vous agissez de manière visible. Ouais. Exactement, et en toute transparence, parce qu'on ne peut que... D'ailleurs, vous êtes tellement visible que vous êtes là, et que je pense qu'il y a sûrement beaucoup de questions, en tout cas des questions dans l'Assemblée, donc on va les prendre. Si je peux me permettre... Oui, un dernier mot. Si je peux me permettre un dernier mot, parce que vous avez ouvert la porte à ça. C'est vrai que par rapport à cette démocratie participative, moi ici aujourd'hui à l'échelle locale, j'essaye justement de monter un lobby citoyen qui s'appelle Vision Strasbourg, où là l'idée était justement de se dire on est dans une ville de 275 000 habitants, l'Eurométropole qui vient de dépasser les 500...
501 000 au niveau de l'Eurométropole. Et l'idée est de se dire très concrètement comment est-ce que des citoyens peuvent se constituer lobby. Donc il y a les ONG à l'international. Donc ici on a lancé il y a un peu moins d'un an un site, une application et bientôt un robot qu'on va poser un petit peu partout à Strasbourg. Qui est là Si pour vous croisez des robots à Strasbourg, c'est à cause de ce monsieur. Des robots Tommy, vous verrez ça dès le 21 décembre normalement. Et donc l'idée justement c'est de se dire que le citoyen, on a tous des idées, des problèmes à l'échelle d'un territoire, et je suis convaincu, à contrario, que les politiques, quels qu'ils soient, sont là pour représenter cette majorité. Donc si on arrive à l'échelle de Strasbourg à dire on a 50 000 citoyens qui portent cette thématique, qui estiment que ce sujet mérite justement d'être porté par le politique, le maire, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur politique, le mettra en application parce qu'il voit qu'il y a une majorité à l'échelle de ses citoyens qui souhaitent cet élément. Et donc ça c'est un petit lobby citoyen, on est loin des institutions européennes, loin du décideur, loin du législateur national, mais par contre c'est un vrai lobby citoyen, une expérience comme Macron a essayé de les lancer avec les dialogues citoyens, les rencontres citoyennes, où la France doit prendre le leadership à l'échelle de l'Union européenne. Donc je vous invite tous à aller sur ce site ou à télécharger l'application. Parce que là, c'est la première expérimentation. Naissance d'un lobby en direct. C'est la première expérimentation c'est la première expérimentation citoyenne, gratuite, bénévole, qui a justement pour objectif que le citoyen puisse contribuer directement au développement et au rayonnement de sa ville. Merci. Alors on est démarré avec des méchants lobbies, là on voit grandir un gentil lobby citoyen, mais vous avez peut-être des questions quand même encore. Donc, bonjour, Sandrine Bélier. Il y a un acteur que je regrette dont vous n'avez pas suffisamment parlé, c'est l'élu, justement. Et moi, avec l'expérience de députée européenne, je vais vous parler des lobbies vus du député européen. Et je pense que dans la responsabilité sur la transparence, qui est vraiment un des éléments fondamentaux pour permettre la démocratisation du processus de décision, l'élu a une vraie responsabilité. En réalité, il n'y a pas un seul lobby qui existe ou qui a la moindre influence et force que celle que lui donne le décideur. Et ça, c'est vraiment une chose sans cesse répétée et qui n'est pas suffisamment dite. Et sur la transparence, on demande beaucoup de transparence là aujourd'hui aux influenceurs. Moi, je pense qu'on gagnerait à beaucoup plus d'efficacité si la transparence, elle s'appliquait au sein des institutions. Que ce soit dans une commune, que ce soit dans une assemblée, l'Assemblée nationale, le Parlement européen, de mettre en place, on a sur les lectures législatives au moment des discussions sur un projet de loi, on a les différents comptes rendus de discussions en commission parlementaire, des différents débats au sein de l'Assemblée. Il suffit d'ouvrir un onglet et de publier que chaque député s'engage, dès lors qu'il reçoit par écrit des propositions d'amendements, etc., qu'il les mette en ligne, tout en ligne. Ce qui fait que ça favorisera d'une part, en effet, la confrontation des intérêts en présence. Ça favorisera et ça améliorera ce que tu appelles, Pierre, le lobby citoyen, parce que le citoyen lui-même pourra prendre connaissance des différents intérêts tels qu'ils s'affrontent et prendre position personnellement au regard de ces différents intérêts qui s'affrontent. Et on y gagnerait, je pense, beaucoup plus en efficacité et en démocratie. Il y a une petite chose qui pouvait être faite, moi j'avais commencé à le pratiquer à la fin de mon mandat, c'est à partir du moment où je reprenais, parce que ça nous arrive à tous, un amendement qui m'avait été proposé, moi c'était plus souvent par les ONG environnementales que par l'agroalimentaire, c'est simplement, entre parenthèses, d'assumer totalement, sourcer, d'assumer. Donc ça, c'est cette question de la traçabilité de la prise de décision, et ça fait partie, je pense, des éléments clés. Mais il ne faut pas oublier que l'acteur principal, parce qu'on cible beaucoup les lobbies, à raison, mais l'acteur principal reste le décideur. Le responsable principal reste le décideur. On ne subit que l'influence qu'on veut bien subir. Ça, c'est vraiment pour moi une chose hyper importante à rappeler. Et l'autre élément sur lequel j'aimerais quand même, vous n'avez pas assez insisté là-dessus, c'est la distorsion de moyens. C'est une réalité. C'est une réalité quand on a un certain nombre de pouvoirs d'influence qui ont des lobbies professionnels, qui ont les moyens de les payer, qui les ont internalisés, ils ont une force de frappe parce qu'ils ont une constance, parce qu'ils ont l'action, parce qu'il y a un professionnalisme que n'ont pas d'autres acteurs, et particulièrement les ONG. Les dîners au Parlement européen, si, ils ont lieu. Hein.
ils ont lieu à l'intérieur du Parlement européen. Et je ne pense pas que ce soit le Parlement ou les élus qui les financent quand les parlementaires sont invités. Donc ça, les moyens, une association telle qu'elle soit, elle n'a pas les moyens de payer un dîner à 60 ou 80 députés. Elle n'a pas les moyens d'embaucher quelqu'un à temps plein et qui passe son temps, qui est un vrai métier. Il n'y a pas la même efficacité, et c'est quand même lié à la question des moyens financiers. Et c'est peut-être ce qui explique qu'on fait la différence, et notamment en France, qui est une différence de vocabulaire en réalité, hein, entre les lobbies, dont on considère qu'en fait ils portent des intérêts économiques, et le plaidoyer, qui est plus modeste et qui répond et qui a beaucoup moins de moyens pour assumer. Merci pour ce témoignage d'une élue européenne. Oui, un mot de réponse. Juste un point quand même. Si on est d'accord sur l'idée que, enfin, rendons à César ce qui est à César. Et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le politique qui tranche, enfin, qu'il soit élu ou exécutif d'ailleurs ne change rien. Et je crois que là-dessus, les élus sous influence, ça existe, mais c'est d'abord parce qu'ils sont faibles. Le cas échéant, on peut les identifier si on veut être désagréable, mais certains sont plus faibles que d'autres. On est d'accord. Mais c'est quand même l'élu qui tranche. Ensuite, sur la question sous-jacente du dîner, ça commence par le dîner, ça suit par le cadeau, c'est le voyage d'études, c'est le séminaire, et ça se termine par une enveloppe, ça a un nom. Enfin, c'est la même chose dégradée, je dirais. Moi, j'ai jamais cru, jamais, qu'un déjeuner, un dîner ou un week-end faisait une décision. Non, alors oui, ouais, mais ça c'est des trucs de confort. Moi je crois pas du tout. Je me souviens d'un de mes clients qui me dit un jour, bon, comment on fait pour la décision? Grand patron d'une grande boîte étrangère, mondiale. Pas du tout un petit garçon le mec. Et il me dit, combien? Je regarde, je lui dis, combien quoi? Bah il me dit, combien pour un vote majoritaire? J'étais un peu estomaqué, un peu tôt le matin. J'ai dit, écoutez, moi j'avais 30 balais, le mec c'était un cador et tout. J'ai dit, écoutez, c'est intéressant comme question. Vous savez, à Paris, si j'assemble les deux chambres, ils sont 1000. Alors s'il faut en payer 550 ou 600, ça va prendre des heures et ça va se voir. Le mec s'arrête, il me dit, ouais, vous avez raison, on va pas faire comme ça. Parce que le mec était habitué à des systèmes où il y avait un type qui décidait et il suffisait d'arroser le mec. Et oui. Mais dans un système où il faut une majorité de voix, ça marche. Enfin, je veux dire, connement, ça marche pas. Je dis pas qu'il n'y a pas de tentation. C'est pas un permis de construire dans une mairie. C'est une grande différence entre la décision législative, qui est collective et majoritaire, et le permis de construire. Le permis de construire, j'arrose le mec de l'Urba, l'adjoint s'il faut. De toute façon, si j'arrose le maire, ça passe. Un vote en séance. Donc il y a ce mythe-là, mais ça ne tient pas la route en fait. Enfin, que des élus soient sensibles à des intérêts, qu'il y ait des élus qui basculent parce qu'ils ont été achetés, pour le dire très simplement, ça existe. Il y en a plein au Parlement européen, en Europe de l'Est. On est d'accord. Mais je ne crois pas, en France en tout cas, et de manière plus générale, qu'on fasse une bascule. Enfin, moi, en plusieurs années d'exercice, on m'a demandé une fois de le faire. Que des élus m'aient demandé des choses, ça oui. Que des entreprises m'aient demandé de payer des élus, ça s'est produit une fois. Et honnêtement, avant même de dire aux clients qui se trompent, vous faites une démonstration par l'absurde. Je ne vais pas en acheter 550. Mec, ça s'arrête tout de suite. Donc, c'est un peu un mythe et je pense que ça existe. Enfin, individuellement, ça peut se faire, mais ça ne fera jamais une majorité de vote. Voilà. 100%. Ça se fait beaucoup plus en micro, en local, qu'à l'échelle de l'Union européenne ou de l'État. Mais après, c'est vrai que certains déjeuners et dîners, pour quelqu'un qui porte déjà la conviction, ou justement ce petit pourcentage qui n'a pas forcément d'idées de prérequis, va apprécier un déjeuner, va apprécier certaines choses, mais ça ne fera pas la majorité et pas basculer le texte. Pour rebondir juste brièvement là-dessus, on a eu un scandale très récent avec l'Azerbaïdjan et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, donc où il y a eu clairement des soupçons d'achat de voix. Voilà, bon, ça peut arriver. En revanche, c'est vrai que c'est quand même c'est un énorme scandale, très clairement, qui est extrêmement préoccupant. Mais ce n'est pas du tout la pratique. Ça, je vous rejoins tout à fait. Je suis ravie d'entendre ce discours-là sur la transparence, effectivement, de la part des élus, de la part des parlementaires, et de ces nouvelles mesures, enfin de ces mesures qui viendraient plutôt encadrer l'activité des décideurs publics. Moi, je vous rejoins tout à fait.
et sur le fait que, in fine, c'est aux décideurs publics de trancher. Ça, tout à fait d'accord. En revanche, on a des exemples encore récents, et puis là, c'est en plein dans l'actualité en France. Hier, le pneumologue Michel Aubier sa condamnation a été confirmée en appel, puisqu'il avait été auditionné par le Sénat et il avait omis ou menti sur ses liens d'intérêt avec une entreprise. Là, il s'agissait de Total, qui le rémunérait depuis 1997 à hauteur d'environ 100 000 euros par an pour quelques journées de travail par mois, du consulting. Alors, je ne sais pas très précisément ce qu'il faisait. Il avait omis de mentionner ses liens d'intérêt auprès des sénateurs, alors qu'il était auditionné, alors que c'est une exigence de la loi, et qu'il intervenait sur les questions des microparticules en tant que pneumologue. Donc encore faut-il que le décideur public ait aussi les bonnes informations pour qu'il puisse prendre sa décision. Encore faut-il que l'élu ait eu des informations qui soient sourcées, qu'il ait conscience des liens d'intérêt et qu'il ait connaissance des liens d'intérêt des personnes qu'il a en face. Et là, on dépasse un petit peu la question uniquement de l'outil registre du lobby et transparence des agendas, qui sont des questions importantes, mais il y a aussi la question de la proximité des liens, de l'indépendance de l'expertise, la question de l'information sourcée, viable et vérifiée, parce que quand on parle de budget et d'asymétrie des ressources qui sont mises dans l'activité d'influence et le lobbying, c'est pas juste pour aller payer des fédérations, faire du lobbying, aller embaucher un lobbyiste in-house ou aller payer des fédérations pour aller faire du lobbying. C'est important, mais c'est aussi quelles sont les ressources que certains acteurs vont pouvoir mettre à la production de papiers scientifiques, à s'assurer que en fait leurs positions sont largement aussi disséminées, peut-être au détriment d'autres voix qui ne se font pas entendre. Et là, on revient à la question de l'équité d'accès. Une autre question. Alors, d'abord, monsieur, oui. Ensuite, on va peut-être en prendre 3 de suite. Allez-y, je vous écoute. Alors oui, bonjour, Stéphane Guilbeault. Alors, j'ai une question justement sur ce sujet-là. Alors moi j'appelle ça de la connivence de communication. C'est une vraie question parce que j'aimerais mettre un nom là-dessus. Donc j'ai travaillé dans le marketing visuel pour l'industrie agroalimentaire et puis ensuite j'ai travaillé en tant que formateur en changement de comportement alimentaire. Donc on va dire plutôt de l'autre côté. Et je suis confronté à un problème, c'est que quand je recherche des informations les plus, on va dire, les moins influencées possibles, je me retrouve dans l'alimentation confronté à un très très gros problème. Il y a aujourd'hui une source d'information nutritionnelle qui agit en France à partir, je suis désolé de dire ça, je ne me fais pas des amis quand je le dis, qui sont à partir de sources lobbyistiques américaines qui ont influencé un public. Je fais allusion par exemple à l'association du sucre américaine qui avait payé en fait des techniciens, des experts pour dire que le sucre c'était une source d'énergie, c'est pour ça que j'ai réagi tout à l'heure, une source d'énergie, et que le gras il fallait le fustiger parce que c'était très mauvais. Ça a fonctionné puisque c'est ce que l'on récite. Alors aujourd'hui, je me suis retrouvé confronté à un problème, c'est qu'en cherchant un sourcing et en enquêtant sur des médecins, des nutritionnistes, enfin des gens du personnel de santé, j'ai dû interviewer des gens et j'ai eu 3 accueils. Et le premier accueil, c'est ceux qui disent moi, je partage ce point de vue. Je trouve qu'on mange trop de céréales, trop de blé, trop de lait. On n'est pas contre. On en a marre de ce dictat, en fait, de répéter 3 fois par jour, etc., etc. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y en a un deuxième qui dit, enfin, moi, je le dis avec mes mots, il récite, en fait, ce qu'on lui a appris, et c'est fait de façon bienveillante. Et c'est là où est ma question. Comment on peut appeler quand on a un corps médical qui est auprès des enfants, auprès des parents et auprès des BTS diététiques, qui récitent ce qu'on leur dit de dire, mais de façon consciente et malveillante. Donc j'ai mené mon enquête plus loin, et j'ai travaillé avec Thierry Soucard à ce propos, qu'on traite de polémiste parce qu'il dérange. De suite on dérange quand on est contre ce système-là. Donc on dit, alors qu'est-ce qui se passe, etc. Et en menant une enquête, on s'est rendu compte que les 37 principaux médecins qui donnent des leçons aujourd'hui de nutrition en France ont tous des intérêts avec des Kellogg's, du Cérin, le syndicat du lait, etc., etc. Donc, qu'au fait-on et comment on appelle ça? Je sais, vraiment, c'est une vraie question. Excellente question. Une autre, madame, vous souhaitiez poser une question? Non, j'ai déjà là-bas. Déjà là-bas. Ah, pardon.
Oui, merci. Bonjour. Une petite illustration. On a beaucoup parlé de l'influence ou de la fabrique de la loi, mais peu de la fabrique de la réglementation. Donc hier, on parlait du glyphosate. Et je vais parler de l'ammonitrate. C'est le premier engrais utilisé en France. Et je vais vous parler de la réglementation allemande. L'ammonitrate, on le connaît notamment à travers l'explosion d'AZF. En Allemagne, la réglementation s'impose à partir de 100 kilos. La réglementation française, à votre avis, 250 tonnes. Pas kilos, 250 tonnes. En Allemagne, c'est tellement dangereux qu'on interdit tout stockage au-delà de 25 tonnes et le vrac est rigoureusement interdit, c'est trop dangereux. En France, 1250 tonnes en vrac. Donc ça, c'est une disposition réglementaire. Dans ce que vous nous dites, c'est qu'on prête trop d'attention à la loi alors que le règlement est influencé par... Alors on a, effectivement, pour avoir travaillé dans le milieu de la réglementation, on voit aussi que quand l'administration est amenée à proposer des textes, il y a évidemment des industriels qui interviennent, qui vont légitimement ou pas, selon les avis de chacun, défendre leur intérêt économique. Et il est clair que l'intérêt économique, c'est de pouvoir faire du vrac, de pouvoir stocker 1250 tonnes. L'intérêt économique, si à chaque fois que j'ai 100 kilos, je suis obligé d'avoir des contraintes réglementaires en termes de sécurité incendie, ça se traduit forcément par un coût. Par un coût. Voilà. Excellent. Ouais, bonne remarque. On va répondre sur la question des règlements. On prend peut-être une dernière question, deux dernières questions parce qu'on dépasse, on déborde largement déjà. Alors, monsieur. Oui, je ne veux pas trop prendre de temps. Je suis un associatif et quand on voit qu'on est dans un autre monde, je m'excuse, on explose. On n'a pas les moyens, justement, techniques pour démontrer, pour s'attaquer à ces normes. Les lobbies, oui. Et donc, la question se pose, un problème démocratique. Vous êtes dans quelle association, quel secteur? Je suis actuellement à Colchic, dans une association de Chilic, dans l'habitat, dans l'urbanisme, et j'étais journaliste dans le domaine de la santé. Et donc, je vois que tout ça, c'est un manque de démocratie. Si nous avions les moyens juridiques déjà à notre portée, on n'a pas. On veut faire un procès à un maire, par exemple, il faut payer les avocats, etc., etc. Ça commence là. Nous sommes des bénévoles. Et je crois qu'il faut construire à partir de la base. Et ensuite, il faudrait un vrai pouvoir judiciaire. Quand on voit que le tribunal administratif n'est pas indépendant, on l'a vu récemment dans l'affaire du grand contournement ouest, les procès qui sont faits là, c'est de la foutaise, n'est-ce pas? C'est un ordre qui vient d'un ministère à Paris et tout le monde suit. On peut avoir là les meilleurs experts, eh bien, tout ce qu'ils racontent, c'est la corbeille. C'est même pas lu, n'est-ce pas? Et donc, les citoyens, quel est leur pouvoir? Nous sommes à un degré zéro de la démocratie. Moi, j'ai fait de l'histoire grecque. Eh bien, dans l'histoire grecque, les représentants, le pouvoir, ils pouvaient être... Démocratie directe. Directe, et ils étaient renvoyés, et certains, dans les îles. N'est-ce pas? Il y avait une véritable responsabilité du politique, que le politique, il peut vendre des pilules, il peut vendre des vaccins à la France entière, qui nous coûtent des milliards, je ne sais pas. Et après, il pérore comme un innocent sur les ondes à la télé. Et je pense il va prendre ses vacances à vie. Et aucune instance nous permet de responsabiliser nos élus. Merci pour ce témoignage citoyen. On prend la dernière question peut-être de madame. Merci. Marie-Claude Jambon. Pouvez-vous nous parler des normes ISO, s'il vous plaît? Les normes ISO. Les normes ISO. D'accord. Vaste sujet. Une dernière question pour madame qui attend depuis très longtemps et après une réponse globale.
En fait, je vais rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, puisque ça va un peu dans le même sens, et surtout ce qu'a dit Sandrine Bélier. Quel est le réel pouvoir des uns et des autres? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une disproportion entre certains lobbies et par exemple des ONG. Et je donne un exemple voilà, juste un petit exemple. Comment se fait-il lorsque la grande majorité de la population est contre, par exemple, la chasse, ou en tout cas telle qu'elle est pratiquée actuellement, et qu'on arrive à une loi qui favorise largement les lobbies de la chasse? On peut s'interroger sur ce que disait monsieur. Les chasseurs ont un célèbre lobbyiste. Oui, mais ils sont tout à fait... Oui, monsieur Coste, mais ils sont tout à fait minoritaires. Le nombre de chasseurs est tout à fait minoritaire en France, et on a le sentiment que le reste des Français n'est pas pris en compte, et on a le sentiment qu'il n'y a pas de démocratie, que c'est un déni de démocratie qu'on retrouve aussi avec le GCO. Il y a quand même eu, je me permets juste un bout de réponse là-dessus. Il y a quand même eu de nombreuses critiques concernant la décision gouvernementale, notamment sur le permis de chasse, abaisser le prix, le tarif du permis de chasse. C'est dans la loi, mais politiquement, ça peut aussi se payer. Je veux dire, le pouvoir des citoyens, c'est aussi de faire savoir leur mécontentement. Oui. Alors, messieurs, dames, Pierre Loeb, vous choisissez la question que vous voulez et vous répondez. Très rapidement, ça va être une micro-réponse sur chacune des questions. Où est l'objectivité? C'est un vrai sujet, mais quelle que soit la thématique, quel que soit le sujet, la thématique, chacun a des convictions. Alors en effet, il y a des revues qui vont payer, enfin des sociétés qui vont payer pour qu'un médecin, pour qu'un docteur extrêmement connu de renom mette noir sur blanc tout simplement sa conviction. Et en effet, on peut se poser la question de l'objectivité, mais ça, oui, globalement, je pense que quelle que soit la thématique, l'automobile, la chasse, enfin absolument tout ce qui nous entoure, chacun a des convictions. Il y a des personnes qui sont payées pour faire des interviews et mettre noir sur blanc et exprimer leur position. En effet, le manque d'informations là-dessus est une vraie question, mais j'ai absolument pas de réponse. Et depuis que je fais du lobbying depuis une dizaine d'années, c'est une question qui me taraude, c'est une question sociétale majeure, je pense, mais j'ai sincèrement, vraiment aucun élément de réponse ou de solution à apporter. J'espère que mes partenaires en auront d'autres. En principe, la vérité scientifique est contradictoire, justement. Enfin, on peut exprimer une hypothèse et être contredit par ses pairs. Quand on prend un certain nombre de revues médicales, c'est vrai que c'est assez terrifiant de constater que tous les grands docteurs, etc., vont se baser sur des études scientifiques qui ont 36 tampons et qui sont justes et légitimes. Et c'est vrai que si on cherche dans le fond du fond, on voit qu'il y a eu des rémunérations, on voit que cette fondation ou cette entreprise scientifique ou que ce rapport a été financé par X, par Y, et donc où en est l'objectivité. Mais à contrario, comme on le dit dans l'introduction, quand il y a lobby, il y a anti-lobby, et donc oui, quand il y a une position noire, il y a la position blanche dans une autre revue qui aurait été financée d'une autre manière par cet anti-lobby. On verra bien, forcément, mais c'est... Non, mais c'est l'issue, c'est la seule issue. Mon élément de réponse. Tu as fabriqué de la réglementation, ben là on en revient globalement aux différents États membres. Mais finalement, Sandrine, je pense, a parfaitement répondu, madame, à votre réponse. Oui, la question des moyens. La représentativité est un vrai sujet entre les ONG, entre certains groupes, certaines multinationales, etc. La question du financement pour pouvoir peser est un vrai sujet, puisque certains ont des locaux à Bruxelles, ont des grands bâtiments, etc. etc. Dans l'automobile, quand le patron du lobbying, sans le citer, de l'automobile va parler, il s'exprime au nom de 8 millions de salariés en Europe, donc au nom de 8 millions de familles. Et une ONG comme monsieur, votre association, vous parlez au nom de quelques citoyens. Donc, mais c'est un vrai sujet sociétal, c'est une vraie question. Mais il n'empêche, voilà, c'est comme ça aussi, malheureusement, que la démocratie a certes ses limites, mais que chacun puisse s'exprimer. Aujourd'hui, on a cette possibilité. Chacun peut écrire à l'élu, chacun peut solliciter des rendez-vous, mais la question des moyens est un vrai sujet. Et madame, par rapport à la chasse, typiquement,
Là, c'est justement le politique qui a tranché, en l'occurrence le président de la République. C'est sa décision sur la base de HAS, où c'est une décision politique, et c'est pour ça qu'on en revient à ce que disait Sandrine Bélier, c'est-à-dire qu'il y a eu le lobby de la chasse qui apporte ses éléments, son expertise, quel qu'il soit. En face, il y a d'autres arguments, et au final, il y a eu une décision politique qui a dit voilà ce qu'on va faire pour la chasse. Mais c'est encore une fois le politique au final qui, sur la base des différentes expertises, les pros, les anti, fait son choix. Et là, il a tranché de cette manière. Et après, est-ce qu'il y a 51%, 60%, 70% de l'opinion qui sont contre, c'est un autre sujet. Là, c'est le politique qui a pris ses responsabilités. On aime ou on n'aime pas, mais il l'a vraiment pris dans le cadre de la démocratie avec les différents éléments. Un mot Oui, pour répondre à nos... Bon, rapidement. Sur un point ou un autre. Oui, je crois qu'on ne peut pas non plus complètement juste demander aux gens de s'auto-organiser pour peser plus que les autres. Voilà, il y a véritablement des enjeux donc, de transparence de la part qu'on attend des élus sur leurs rencontres, sur les amendements qui leur sont communiqués. C'est effectivement une bonne pratique que d'aller mettre en ligne les positions et les amendements qu'ils reçoivent. Nous-mêmes, on communique des amendements aux parlementaires. Et certains, effectivement, nous citent dans l'exposé des motifs. Voilà, c'est une bonne pratique, pourquoi pas. Transparence aussi de la part des représentants d'intérêt, qu'eux-mêmes aussi publient les positions qu'ils transmettent aux décideurs publics. Ça éviterait peut-être le bad buzz que Coca a connu dans Cache Investigation récemment, avec le patron de l'entreprise disant que bon, finalement, c'était plus la position qui avait été montrée par Élise Lucet était plus celle que Coca soutenait aujourd'hui. Mais si on avait une publicité... Il venait d'en changer. S'il y avait une publicité de ces positions-là, ils auraient pu le montrer, du coup, plus facilement et justifier, et donc éviter, en fait, éviter ce scandale. Donc des éléments de transparence, mais des éléments aussi réglementaires, et notamment sur la prévention des conflits d'intérêts, sur le renforcement des sanctions et des moyens de contrôle. Et là, il y a un rôle peut-être de vigie citoyenne de manière plus générale. Et je vous encourage du coup à utiliser. Nous, on a une plateforme qui s'appelle Integrity Watch sur la déclaration d'intérêt des parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Qu'on va mettre à jour dans quelques temps avec de nouvelles données. Normalement, il va y avoir un registre des déports avec des données ouvertes à l'Assemblée nationale. Donc, on attend encore, et les données du registre des lobbies donc auprès de la haute autorité. Voilà, avec tout aussi, on peut espérer avoir plus d'éléments d'information et une compréhension plus fine des conflits d'intérêts, et pour pouvoir mieux les prévenir grâce à ces différents jeux de données et cette transparence qui va être faite dans les mois à venir. Progressivement. Jean-Philippe Daniel, un mot de conclusion. Pour essayer de conclure en répondant à tout le monde et en répondant à la question initiale. Oui, les méchants lobbies qui ont beaucoup de moyens sont très forts et très organisés, mais la vie est mal faite. Voilà. Bon. Bonne journée. Une fois qu'on a dit ça, oui, je suis désolé, moi j'ai des clients qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. On peut les faire trébucher. Voilà. Mais il faut se dire les choses. Enfin, là, on n'est pas on est entre grandes personnes. Donc voilà. Deuxième élément à avoir à l'esprit, les bons lobbies ont en moyenne entre 3 et 4 ans d'avance sur les États en matière de réglementation. Moi, je travaille pour des clients sur des réglementations dans 4 ans. Il n'y a pas un politique qui s'en occupe et pas un fonctionnaire qui s'en occupe. Et on est 4 ans avant. Ça coûte énormément de fric. Il faut bien que quelqu'un paye. Il y a quelques boîtes qui font ça et à la fin, elles gagnent. Voilà. Là aussi, c'est ça la vérité. C'est pas juste on fait les pompiers. On joue 3-4 ans avant. Si on parle d'agriculture, ceux qui s'occupent de la PAC, vraiment, ils ne s'en occupent pas de maintenant. Ils s'en occupent il y a 3 ans déjà. Bon, donc il y a quand même un travail d'anticipation. Troisième élément à avoir à l'esprit, la puissance d'un lobby, c'est quand même aussi la faiblesse du public. Ce que je veux dire, c'est que... du pouvoir public ou... Oui, du secteur public, des pouvoirs publics. On est d'autant plus fort que nos interlocuteurs sont faibles. Pas dans un rapport de force, ça c'est une chose, c'est un rapport de force dans un hémicycle. Mais nos arguments, qui sont ceux de nos clients et qui sont connus pour être ceux de nos clients, j'y reviens. Quand moi je vais voir quelqu'un dans l'État, j'y vais pour le compte d'un client, donc il n'y a pas de surprise. Mais si les arguments des industriels ou d'intérêt économique, quel qu'il soit d'ailleurs, sont si bien pris en compte, c'est parce qu'en face de nous, on a un État faible. La question de l'expertise qui a été posée, parce que c'est toujours le grand mythe du « il y a les experts payés, machin », ok d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pareil, on n'a rien dit. Le sujet, c'est la qualité du décideur à savoir trancher.
Donc c'est la qualité ou de la sanction, mais préalablement la sanction, la qualité de l'expertise. Il y a aujourd'hui plein d'agences diverses et variées. Pour prendre une agence que tout le monde connaît qui s'appelle l'ANSES, pour prendre un cas que tout le monde connaît parce que c'est le grand fantasme collectif qui s'appelle le glyphosate. Macron dit on va faire une grande étude, machin, tout le bordel, parce que c'est l'étude qui va servir pour prendre une décision, tant mieux. Puis ensuite on sait qu'il y a une étude européenne qui doit servir de fondement à la décision européenne. Traditionnellement, c'est l'Allemagne qui le fait. Là, l'Allemagne ne veut pas le faire. Donc l'Allemagne dit à la France, vous allez prendre l'étude. Là, les autorités françaises disent, on ne veut pas prendre l'étude. Alors la Commission dit, attendez, vous avez fait de la politique sur le glyphosate, vous ne voulez pas assumer l'étude. La France dit, non, en fait, ça ne m'arrange pas. Je dis ça pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Regardez de près les contradictions. Deuxième exemple, l'État dit à l'ANSES, tu vas faire une grande revue de tous les sujets glyphosate. Et l'ANSES, le patron de l'ANSES, à l'Assemblée, en commission, publiquement, dit avant l'été, cette étude coûte 5 millions d'euros et je n'ai pas le budget. Fin de l'histoire. C'est pas un lobbyiste, c'est le patron de l'ANSES. Le mec, il dit, j'ai pas les sous. Donc, faut arrêter. Il y a des trucs sur lesquels l'État n'a pas les moyens de ses ambitions. Donc, il se passe quoi? L'État dit, je vais demander aux industriels de communiquer les résultats. Et les industriels répondent, je suis désolé, les études, j'en suis propriétaire, je vous les donnerai pas. Et j'ai bien le droit de pas vous les donner. Et si vous voulez vos études, vous voulez payer. Et là, l'État dit, mais j'ai pas d'argent. Ok, mais est-ce que c'est de ma faute à moi, lobbyiste, si l'État n'a pas d'argent? Enfin, oui, il y a un mot. Bon, voilà. Donc, là encore, ce que je veux dire sur ces histoires de qui sont les experts, qui est juge, c'est qu'à la fin, c'est le public qui tranche. La vérité, c'est que c'est le même sujet que j'évoquais sur les normes tout à l'heure. C'est sympa de prendre des positions publiques, c'est sympa de prendre des normes, mais ce qu'il faut, c'est travailler, en fait. Travailler avec des services, des collaborateurs qui examinent les positions, qui critiquent les positions, qui font leurs études et qui arbitrent. Pourquoi les parlementaires en France ont 3 collaborateurs en moyenne, avec une assistante, là où n'importe quelle... Une douzaine en Allemagne, je crois. Oui, et je ne parle même pas des États-Unis. C'est aussi ça le sujet. Comment vous voulez qu'ils bossent? Nous, on arrive, on est 15, ils sont 3. Mais qui sont noyés, évidemment. Enfin, une grande campagne sur un sujet industriel un peu européen, c'est 150 consultants mobilisés pour traiter 30 élus. Les mecs, on les éclate en 4 semaines. Il n'y a plus personne, ils ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas traiter. Mais pourquoi ils n'ont pas de moyens? C'est ça le sujet. Pourquoi l'État dit on va faire une étude ANSES alors qu'il n'y a pas le budget? C'est pas de la faute des lobbyistes si Macron raconte n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut, à un moment, rendons à César ce qui est à César. Chacun donc l'État ne fait pas son travail de lobbyiste. Très très rapidement pour aborder en ce sens. Une petite nuance peut-être. Alors effectivement l'enjeu des moyens dévolus aux décideurs publics, mais aussi l'enjeu de la représentativité. On est sur des sujets l'agroalimentaire, puisque c'est quand même la thématique de ces 2 jours, qui sont particulièrement complexes, scientifiques, qui font appel à de l'expertise en fait particulièrement pointue. Alors effectivement, il y a des gens qui s'y sont préparés depuis longtemps, mais sauf que aussi on est, et je prends un exemple parallèle parce que ça avait lieu cette semaine au Parlement européen, à la Commission européenne qui définissait la feuille de route sur l'intelligence artificielle. Donc on est sur des enjeux qui sont tout aussi très complexes, si un parallèle peut être fait de cette manière-là, mais où finalement sur 52 experts qui sont présents sur ces groupes de réflexion et auprès de ces comités d'experts, on n'a que 2 ONG. Donc bon, voilà. Et on est sur des sujets qui sont très très compliqués où les décideurs publics, on ne peut pas attendre d'eux, exiger d'eux qu'ils aient des compétences en coding, qu'ils aient des compétences en robotique, voilà. Donc on peut en revanche espérer qu'ils puissent avoir accès à une diversité de positions et d'argumentaires pour pouvoir faire leur choix. Voilà, bon, écoutez, j'espère qu'on ne vous a pas trop angoissé. Je remercie nos participants pour leur franchise et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.